Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Le club d'aviron sport nautique de Bergerac, l'un des plus anciens parmi les 404 clubs français, nous présentait ses infrastructures. Son plus célèbre ambassadeur, Stany Delair, s'est quant à lui projeté sur les Jeux de Rio. On tenait à faire cette conférence pour vous rencontrer, parce que c'est vrai qu'on travaille avec vous, on vous envoie des informations, mais on n'a jamais l'occasion toujours de se serrer la main. Et c'était un petit peu l'occasion de le faire. Je ne vais pas parler beaucoup parce que ce n'est pas à moi de le faire. Vous avez vu dans l'ordre du jour que je vous ai peut-être fait parvenir et dans le dossier que vous avez sous les yeux, qu'aujourd'hui on voulait vous parler du sport nautique de Bergerac avec Jean Rousseau ici à côté de moi, président donc, du club, qui va vous parler un petit peu de ce club qui bouge énormément depuis plus de 154 ans. Nous avons François Chauffard ici à ma gauche, qui est vice-président et responsable des relations extérieures du club, qui est notre spécialiste et puis notre responsable du fameux challenge. C'est sûr, j'allais me tromper. Challenge Interentreprise, la 5e édition qui sera organisée donc en juin prochain. Philippe Rousseau notre responsable sportif, qui nous fera donc un petit topo et un bilan sur l'année 2013, les résultats et tout ce qui s'est passé en 2013, et puis bien sûr les événements 2014, et on terminera avec bien sûr Stany Delair en chair et en os. Merci d'être là en tout cas Stany, et puis pour vous montrer qu'il est là, qu'il est en forme, qu'il est en plein entraînement, qu'il a plein de projets, qu'il nous prépare plein de choses, qui ira nous chercher plein de médailles, et puis surtout en grande préparation aussi des JO 2016, un rendez-vous qui ne manquera pas du tout, je l'espère. Jean, je te laisse la parole. Merci. Alors bonjour, Marie-Dominique a dit 154 ans. Alors c'est vrai, on ne les fait pas, hein. Mais ils sont bien là. Alors 154 ans, ça vous dit quoi? On est sous le Second Empire et le vélo n'existait pas. C'était la draisienne, c'était 2 roues, un cadre en bois et il n'y avait pas de pédale. Il a fallu attendre 1857 pour qu'un serrurier invente la pédale sur la grande roue. Parallèlement à ça, les bateaux, les bateaux n'ont pas tellement évolué. C'est toujours la même courbe de coque, à part que en ce temps-là, c'était des bateaux à clin, c'est-à-dire des planches qui étaient clouées les unes sur les autres. Et ça existe d'ailleurs encore sur certains bateaux. Alors, certes, on est vieux et on est le plus ancien club, un des plus anciens clubs de France. Il faut regarder le premier club, c'était en 1838 et c'était Le Havre. Pourquoi? Parce que peut-être la proximité de l'Angleterre, où là-bas c'était déjà une institution de ramée. Derrière, il y a eu Rouen en 1847, Lyon en 1855, et puis Bergerac 1860. Derrière nous, Boulogne en 61. Ce qu'il y a de curieux, pourquoi à Bergerac est né un club? Il semblerait que ça vienne de l'histoire des gabarres. La Dordogne n'était pas très navigable et il fallait compter à peu près un mois et demi pour que les gabarres arrivent à circuler. Résultat, les marins s'ennuyaient énormément et donc dans des plans d'eau comme celui de Bergerac, où il y avait une retenue d'eau déjà, là, ils faisaient des courses.
il faisait des courses à la Gaudie, il faisait des courses avec différents types de bateaux. Et ce qui était incroyable, c'est que en 1857, c'est-à-dire 3 ans avant la création du club, est apparu les paris mutuels. Ce qui voulait dire que sur les courses, il y avait des gros engagements, des sommes phénoménales. Et donc, à partir de cette période-là, il y a eu, bien sûr, comme avec tous les histoires d'argent, il y a eu un certain dynamisme, et après qui a été contré par des rameurs qui n'étaient plus professionnels. Et c'est de là qu'est apparue derrière ça la fédération. L'aviron a percé vraiment en 1892, puisque Coubertin a fait rentrer l'aviron dans les Jeux olympiques. Ce qui fait que, à partir de là, on a commencé à vraiment parler de l'aviron. Et pour nous, c'est Athènes, 1896. Et ça nous rappelle quoi? Eh bien, ça nous rappelle Julien Després qui a fait son premier passage au JO. En 1940, bien sûr, la guerre. Il a fallu attendre 1946 pour qu'on trouve à Marseille le premier tank à ramer. Alors, je vous invite tout à l'heure, après, à faire un tour dans le parc à bateaux et de voir le tank à ramer qu'il y a ici, un tank à 8 places. Et rappelez-vous, c'est à Marseille qu'il y a eu ce premier tank. Voilà. Je ne vais pas vous monopoliser plus longtemps et je vais laisser la parole. Pour moi, donc c'est vrai qu'on est reparti sur une Olympiade, on compte un petit peu en Olympiade. Donc l'objectif, c'est les Jeux de Rio en 2016. Mais il faut savoir qu'en aviron, différemment à l'athlétisme, on a des championnats du monde et des championnats d'Europe tous les ans. Donc ça permet de voir un petit peu notre niveau que nous avons chaque année et voir aussi le travail effectué jusqu'aux Jeux Olympiques de 2016, sachant que il est fréquent de voir des bateaux gagner les Jeux Olympiques et qui n'ont pas forcément été médaillés tout au long de l'Olympiade ou même des bateaux qui ont gagné toute l'Olympiade et qui aux Jeux Olympiques sont juste médaillés ou des fois pas médaillés. Donc les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui est vraiment à part, même si on a exactement les mêmes bateaux qui sont présents que sur les championnats du monde des années d'avant. Les Jeux Olympiques, voilà, c'est un monde à part et c'est vraiment une autre compétition, quoi. Même s'il y a les mêmes adversaires, là c'est vraiment tous les compteurs sont remis à zéro et tout le monde a sa chance. Parce que c'est l'objectif, quoi. Même si on a les championnats du monde tous les ans, j'ai envie de dire, vaut mieux être champion olympique une fois dans sa carrière que 4 ou 5 fois champion du monde. C'est quelque chose qu'on se souviendra et voilà, les Jeux Olympiques, c'est l'objectif d'une carrière. Donc pour arriver jusqu'aux Jeux Olympiques, eh bien écoutez, il y a énormément de travail. C'est 10 entraînements hebdomadaires. C'est 300 jours dans l'année, 360 jours dans l'année d'entraînement, donc entre Noël, Nouvelle Année, les jours de repos un peu après les compétitions. Voilà, c'est un entraînement qui est quasi quotidien, voire bi-quotidien, bien sûr, pour faire 10 entraînements dans la semaine, mais à un moment donné, il faut en caler 2 par jour. Donc, beaucoup de concessions, niveau professionnel, j'y reviendrai après, niveau familial. Donc voilà, niveau personnel aussi, sur sa vie avec les proches, voilà, au niveau un petit peu des des loisirs extérieurs. Ça laisse pas de temps aux loisirs, donc faut essayer de s'organiser un maximum. Mais
bon, après on fait ça parce qu'on fait pas ça pour la reconnaissance parce qu'il y en a pas énormément. On fait ça pour le plaisir, pour la beauté du sport, parce que c'est quelque chose voilà qui nous construit aussi. L'aviron, moi ça m'a énormément construit. C'est quelque chose, enfin ici le club de Bergerac m'a énormément apporté sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain. Voilà, moi j'ai toujours que c'est ma deuxième famille parce que on passe tellement de temps ici qu'à un moment donné, on se rapproche. Dans un premier temps, on a les copains de l'aviron, et puis ensuite on se rapproche des entraîneurs, et puis voilà, on crée des liens avec les entraîneurs, les bénévoles, et puis toutes les personnes qui gravitent autour du club. Donc voilà, quand on vient ici, on est bien. C'est un endroit où il fait bon vivre, et puis où le cadre de travail est aussi présent et performant. Donc tous les moyens sont réunis pour être performant et puis pour passer de bons moments ici. Tout à l'heure, Philippe parlait de la fin de saison un petit peu compliquée que j'ai subie l'année dernière. Donc c'est vrai qu'avec Jérémy Azou d'Avignon, on est associés depuis les Jeux de 2012. Il faut savoir qu'en aviron, on n'a pas notre place gagnée d'office. C'est tous les ans, il y a une remise en question. Tous les ans, on va chercher, notamment pour les Jeux Olympiques, les 2 meilleurs rameurs poids légers français du moment. Donc, en 2011, le bateau donc il y avait des sélections, des présélections. Donc, le bateau a été qualifié avec donc Jérémy d'Avignon et puis Frédéric Dufour de Villefranche. Et même si ces 2 personnes-là ont qualifié le bateau pour les Jeux Olympiques, ils n'étaient pas prioritaires pour aller aux Jeux Olympiques. Il fallait en avril, au championnat de France bateau court qu'on a vu tout à l'heure, terminer dans les 2 premiers pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Donc c'est la politique fédérale qui est de prendre les 2 meilleurs rameurs du moment pour faire le bateau de performance, ce qui serait logique. Mais d'autres fédérations ont une autre politique qui joue dans le plus long terme, donc avec beaucoup d'expérience, des rameurs, même s'ils ne sont pas performants vraiment, si ce n'est pas les 2 meilleurs du moment, ils jouent dans la longue durée, et avec tous les kilomètres, les années qu'ils auraient mis ensemble, à un moment donné, c'est des bateaux qui se connaissent et puis qui vont très très vite. Donc nous, la fédération, voilà, elle a cette politique-là qui m'a permis d'arriver en 2012, parce qu'en 2010 et en 2011, j'ai été blessé pour ces championnats-là, donc j'ai pas pu les faire. J'ai été repêché ensuite pour les championnats du monde, mais là, en 2012, j'avais pas le droit à l'erreur. Donc je dirais que j'ai énormément de pression. Et donc je fais 2e, donc derrière Jérémy et devant Frédéric Dufour qui avait qualifié le bateau l'année d'avant. Donc nous voilà avec Jérémy partis un petit peu pour cette aventure des Jeux Olympiques. Il fallait dans un premier temps qu'on prouve notre valeur sur une étape de Coupe du Monde donc de Lucerne en 2012. Donc première sortie internationale pour nous. Première victoire devant les cadors de la discipline, devant les champions du monde en titre, les champions olympiques, les vice-champions du monde. Voilà, on arrive, on donne un grand coup de pied dans la fourmilière et puis bon, mais salut, c'est nous, on est les 2 petits jeunes et puis on s'en fout de qui vous êtes et puis voilà quoi. Donc bon, très gros, enfin surprise. On savait qu'on pouvait aller vite, mais voilà, on a gagné, donc c'est vrai, c'était un petit peu une surprise pour nous. Et ensuite, il a fallu confirmer sur la dernière étape de Coupe du Monde. Parce que nous avons 3 étapes. Donc sur la dernière étape de Coupe du Monde, il faut confirmer en Allemagne. Donc on fait 2e derrière les Néo-Z à 19 centièmes. Donc voilà, ça nous prouve qu'on est capable de finir médaillé aux Jeux Olympiques. Comme je dis, c'est une compétition, une fois de plus, qui est à part. Mais on a le niveau. On a le niveau, il y avait 4 bateaux qui se détachaient un petit peu. Donc on pouvait un petit peu tirer notre épingle du jeu. Bon, après les Jeux Olympiques se passe comme vous avez pu le voir à la télé, donc ça on n'y reviendra pas, mais voilà, c'est quelque chose qui a permis de nous remettre en question, de s'en servir pour avancer. Et après voilà, c'est nos premiers Jeux Olympiques, on fait 4e dans des circonstances un petit peu bizarroïdes on va dire, mais voilà, premiers Jeux Olympiques pour nous 2, on est jeunes, on a tout l'avenir devant nous, donc voilà, avec du recul, je ne vais pas dire que c'est pas plus mal comme ça, mais ça nous a pas, ça nous a apporté, et voilà, ça n'a pas allé à l'encontre de notre préparation, quoi, qui était l'objectif 2016. Ça t'a permis d'avoir la médaille du fair play.
Exactement. Et nous avons eu la médaille d'honneur du fair play, c'est vrai. Donc pour un sport, c'est plus sans violence, sans dopage. Enfin, donc c'était la petite anecdote, quoi. Avoir le prix du fair play devant les Anglais, c'était un petit peu une petite anecdote. C'est l'AFSVP, c'est la fédération, donc je vous dis d'un sport en fair play. Enfin, j'ai pas exactement la nomination de chaque lettre, mais c'est l'État français qui a remis ce diplôme. Et donc nous voilà partis, donc au retour des Jeux Olympiques, nous voilà partis pour de nouvelles aventures avec objectif donc les Jeux de 2016, sachant que chaque année on a des championnats du monde et des championnats d'Europe, et que pour pouvoir participer justement à ces championnats du monde et ces championnats d'Europe, il faut être performant en avril. C'est là où tout commence, où tout finit pour nous. Et donc nos intentions étaient claires. Avec Jérémy, c'était de continuer un petit peu à ramer ensemble, autant de faire se peut, et de devenir champion du monde 2013. On avait envie de frapper un très gros coup sur cette année post-olympique. Donc c'est ce qui commençait à se faire, parce que donc, du coup on fait 1 et 2 au championnat de France bateau court. Ensuite, première sortie internationale au championnat d'Europe, on est invaincu sur le championnat, on gagne toutes les courses, termine champion d'Europe, seul bateau champion d'Europe de l'année. Ensuite, la Coupe du Monde de Lucerne, donc la fameuse Coupe du Monde de Lucerne au Temple de l'Aviron. On gagne, pareil, une fois de plus, on gagne toutes nos courses. Donc on devient... L'année dernière, on était le 5e bateau français, ou 3e ou 5e, peut-être, ça aurait pu vous dire, 3e je crois. 1, 2, 3, 4e, pardon. 4e bateau français à remporter cette compétition. Et là, en la remportant une 2e année de suite, on devient le premier bateau français de l'histoire à remporter 2 fois cette compétition qui est un petit peu prestigieuse. Donc voilà, on devient invaincu. On est invaincu sur toutes nos courses. Et là, nos intentions étaient vraiment annoncées. Donc on nous voilà partis pour le stage terminal d'1 mois qu'on a avant les championnats du monde. Et 3 jours après l'arrivée en stage, le 26 juillet, lors d'un entraînement où on était dans un bateau individuel, Jérémy et moi, j'ai eu un accident, j'ai eu un accident avec un autre bateau qui était à 4, et on s'est percuté de front, en fait. Donc il s'arrivait d'un virage, moi je commençais un virage, et en fait on se retourne pas tous les coups en aviron, on n'a pas de rétro non plus, donc concentré dans l'entraînement. Et eux aussi, il s'avère que Jérémy était un peu décalé devant moi, et donc il m'a dit attention. Je me suis retourné et il était trop tard, on a juste un peu le temps de freiner, et moi je me suis pris la pointe de leur bateau dans le dos. Donc ils arrivaient à peu près à 20 km/h, et moi j'étais à peu plus de 10, donc cumulé ça commence à faire pour des petits bateaux profilés comme nous avons, avec juste une boule au bout. Donc là, ça m'a tapé dans le dos, et ça m'a transpercé le dos, et ça m'a cassé 4 vertèbres. Donc évacué d'urgence à l'hôpital le plus proche, et donc opération dans la journée, et 3 mois de convalescence avant de reprendre un petit peu le sport. Donc nos rêves de victoire se sont envolés ce matin-là, le 26 juillet, laissant, du coup j'ai laissé derrière moi Jérémy partir à ses championnats du monde tout seul en skiff. Donc il a eu une préparation, une préparation d'1 mois pour se remettre un petit peu de cet incident, parce que tout le monde était un peu bouleversé par ce qui s'est passé. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Il réussit quand même à finir vice-champion du monde. Donc avec 1 mois de préparation spécifique dans le bateau. Donc il finit vice-champion du monde, donc ça prouve l'état de forme qu'il avait, et je pense qu'on aurait pu frapper un très très gros coup cette année, sachant que les champions du monde, les Norvégiens, et les vice-champions du monde Suisses, 3e anglais, ces bateaux-là, on les avait tous battus. Les Norvégiens et les Suisses font 2e et 3e au championnat d'Europe que nous gagnons. Donc voilà, Dieu seul le sait, mais voilà, on était bien parti pour faire de belles choses. Mais bon, comme voilà,
2014, on va avoir les championnats du monde à Amsterdam. 2015, on aura les championnats du monde en France avec Belette. Donc l'objectif, c'est de réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser l'année dernière, de le refaire cette année, de le réitérer encore en 2015. Et puis l'objectif après, c'est d'être champion olympique en 2016. Donc nos intentions sont claires. Ça va être dur. Tout le monde a envie d'être champion du monde ou champion olympique. Donc il va falloir s'entraîner plus et avoir plus la hargne que d'autres personnes. Moi, je sais que à force de passer à côté de belles choses avec les blessures, je commence un petit peu à avoir les dents qui raillent pas le parquet. Et là, je fais des tranchées. À force, je fais des beaux trous. Donc voilà, on est animé par cette envie de faire de gros résultats. Donc avec tout le soutien qu'il y a ici au Sport Nautique, le président Philippe et tous les bénévoles qui sont autour, qu'on ne remerciera jamais assez. Voilà, ça nous met tous dans des conditions d'entraînement et puis de vie idéales. Donc pour ça, un grand merci. Et je remercie aussi la ville de Bergerac pour avoir permis une embauche en mars 2013. Parce que depuis 2007, moi je travaille je suis salarié du club d'aviron. Et au fur et à mesure, donc le club a un petit peu, comment dire, c'est pas investi, mais a cru en moi pour ma carrière sportive. Donc ils m'ont donné l'occasion de travailler ici. C'est moi qui avais fait la demande pour être au contact des jeunes, continuer dans ma passion et puis apporter le peu d'expérience que j'avais dans le monde de l'aviron. Donc voilà, ça me permettait de faire quelque chose que j'aime et puis de continuer aussi ma carrière sportive. Donc ça a plutôt bien marché. Et ensuite, donc suite aux résultats un petit peu qui allaient de mieux en mieux, la fédération, la région, la ville ont mis en place avec le club une convention d'insertion professionnelle pour me permettre à la fin du mois d'avoir un salaire fixe, d'avoir mon salaire, que je sois en stage pendant une dizaine de jours dans le mois, que sur un mois terminal, un mois de stage terminal d'un mois, mais je ne vais pas du tout travailler, mais j'ai quand même à la fin du mois le salaire, s'entraîner un petit peu sur les horaires de travail. Voilà, ça permet d'avoir l'esprit un peu plus libre pour s'entraîner, de pouvoir se reposer aussi, parce que le repos, ça fait partie de l'entraînement. Donc voilà, être capable de pas courir partout et faire des journées à rallonge. Donc pour la performance, c'est important. Donc le club avant que ce CIP soit mis en place, ça faisait déjà 2 ans que le club avait fait la démarche, eux, de maintenir mon salaire, que je sois en stage, que je sois là, que je sois pas là, que je m'entraîne. Donc ils ont été un peu précurseurs de ça pour moi. Donc c'est ça qui m'a beaucoup apporté aussi. Et ensuite, moi j'ai fait la demande à la ville de me faire embaucher sur le service des sports, parce que j'avais envie de rester à Bergerac, j'avais envie de continuer à apporter au club, aux jeunes de la ville, l'expérience que je commence un petit peu à accumuler. Et puis c'est parce que c'est une ville où je suis né, où j'ai pas envie de partir. Et avec les préparations au championnat du monde, aux Jeux, on est amené à un moment donné à se centrer un peu plus sur Lyon, parce que tous les poids légers français sont un peu sur Lyon. Donc je voulais pas partir, quoi, parce qu'à un moment donné on peut très bien partir sur Lyon, et puis si j'ai plus rien qui m'attache à Bergerac, et voilà, rester sur Lyon pour m'entraîner, pour faire ma préparation et essayer de se donner les moyens à fond. Donc j'en ai parlé avec monsieur le maire. Et donc on a mis, ils ont décidé de m'embaucher à la ville pour que j'ai un petit peu encore ce point d'attache pour rester ici et continuer à m'entraîner. Donc je suis détaché à 100% au club. Donc ça permet aussi de libérer un salaire pour le club, pour embaucher quelqu'un. Et donc du coup, quand je suis pas là, ça se voit moins, entre guillemets, j'ai envie de dire, au niveau déjà financier. Et puis voilà, donc je continue exactement à faire le même travail, donc être ici au contact des jeunes. De temps en temps avec la mairie, quand il y a des réceptions sportives, je suis. Et je continue à m'entraîner. Donc voilà. Donc la CIP est basculée du club à la mairie.
donc avec toujours la fédération et la région, un petit peu le département. Donc voilà, tous les voyants sont ouverts maintenant pour faire de bonnes préparations et pour aller jusqu'au jeu de 2016. C'est encore long, mais ça va arriver très très vite. Donc voilà, tout est mis en place du côté de la ville, de l'employeur, du côté du club, voilà, côté familial. Tout va bien, donc en avant, quoi. S'il y a des questions, j'espère que j'ai pas été trop long. Les qualifications pour les Jeux olympiques s'obtiennent à la place ou au temps? C'est à la place. Alors on n'a pas c'est pas des minima. Oui, voilà, il y a des minima. Voilà, donc chaque année pré-olympique, donc là dans l'occurrence en 2015 avec Belette, en Savoie, il y a des quotas, par exemple donc en double poids léger dans notre catégorie, c'est les 11 premiers bateaux qui sont qualifiés. Donc sachant qu'on ne peut avoir qu'une embarcation par nation dans chaque catégorie. Donc les 11 premiers pays ont le qualifié, la coque en fait, le bateau. Après ils mettent les bonhommes qui veulent dedans, mais le bateau est qualifié. Et l'année des Jeux, il y a une régate de qualif où il y a un voire deux bateaux qui peuvent essayer d'être repêchés. Et après, des fois, il y a des bateaux invités, quoi. Mais l'année d'avant, il y a un nombre de places et faut se sélectionner, c'est ça. Le champion du monde en titre, il a obligatoirement sa place ou pas forcément? Ben, du coup, oui. Le champion du monde en titre l'année des JO, par exemple, il va forcément aux JO. Alors, il n'y a pas de championnat du monde l'année des Jeux. Ah d'accord, très bien. L'année d'avant. Ouais, donc, alors en aviron, pareil, c'est compliqué parce qu'il y a 14 bateaux olympiques, entre les hommes, les femmes, les poids légers, les lourds, en couple, donc avec 2 rames, avec une rame, 1, 2, 4, 8, enfin, il y a 14 embarcations olympiques, et après, derrière, il y a encore des bateaux non olympiques. Donc, l'année des Jeux olympiques, il y a un championnat du monde non olympique, donc les bateaux qui ne sont pas représentés. Mais sinon, il n'y a pas le championnat du monde, il n'y a pas les championnats du monde, plus les Jeux olympiques. D'accord. Il y a 3 championnats du monde, et après la 4e année, on a les Jeux olympiques. D'accord. C'est aux Jeux olympiques, il y a un nombre de places. Voilà, Vous ouais. avez tant de rameurs. C'est pas des engagements libres. Voilà. Il y a tant de places, et c'est pour ça que même par rapport au nombre de bateaux que vous qualifiez, vous avez droit à un remplaçant, ou des fois 2. C'est vraiment les accréditations, c'est verrouillé. Ouais. C'est verrouillé. Si c'est pas garanti pour participer au JO, c'est quand même en bonne voie, quoi. Vous êtes optimiste. Mais l'objectif, c'est d'y aller. Après, même si, comme je disais tout à l'heure, il faut faire partie des 2 premiers Français pour pouvoir être dans le bateau. Si à un moment donné, les 2 premiers diffèrent de l'année dernière, sur la première régate internationale cette année, qui seront les championnats d'Europe pour nous, il y aura les 2 premiers Français. Et sur la régate qui va suivre, donc la 2e étape de Coupe du Monde avec Belette cette fois-ci, sera aligné le bateau de l'année d'avant, les 2 premiers de l'année d'avant. Et donc là, on voit lequel bateau est le plus rapide. Et ensuite, alors si les premiers ils gagnent avec 10 secondes d'avance, bon, mais on va pas mettre les 2 de l'année d'avant. Mais ça laisse un petit peu le bénéfice du doute. Et puis, sur un coup de moins bien, le jour J des qualifications, voilà, ça permet un petit peu de voir un petit peu ce que... Je vais te couper, parce que Stan, il parle comme ça, c'est tout à son honneur, parce qu'il est humble. Oui, donc a priori, Et il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait pour pouvoir, comme il a dit tout à l'heure, sortir Frédéric Dufour du double olympique. Donc il sait très bien que un autre Stani de l'air peut essayer d'arriver à vouloir sortir Stani de l'air. À part que nous, on le savait, suite à 2 blessures dans un accident de la route en moto, on savait très bien que depuis 2 ans, il est monté dans le bateau pour les Jeux, alors que ça faisait 2 ans qu'il pouvait y être. Bon, avec des scies, on fait bon. Là, à l'heure qu'il est, l'entraîneur national était là il y a encore pendant 3 jours, il est parti l'après-midi. Tous les voyages sont ouverts. Après, c'est normal en tant qu'athlète de haut niveau, pour pouvoir accéder au plus haut niveau, de toujours se garder cette démarche-là de manière à ce que rien ne soit acquis. Après, voilà, Je reviens
l'instant, on a la bonne formule selon vous, l'équipement. Vous parliez tout à l'heure des 2 rameurs qui sont désignés en étant les 2 meilleurs au temps. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un couple qui naît vraiment, qui est là, et qui s'entraîne, qui se connaît, et qui se connaissent. Donc, c'est le bon choix. Ça me fait rire parce que c'est la bonne formule. C'est la formule qui m'a permis en 2012 de rentrer dans le bateau. Et quand on y est, voilà, on a envie de dire la formule elle est pas bien et il faut faire jouer l'expérience du bateau. Après, le bateau qui a qualifié la coque, en 2011, ils font 7e. Ils avaient déjà fait 2e en 2009. En 2010, c'était un autre coéquipier. En fait, Jérémy Azou, depuis 2009, il est dans le bateau, mais à chaque fois, il a un autre coéquipier. En 2009, ils font 2e avec Frédéric Dufour. En 2010, ils font 9e ou 10e au championnat du monde avec un autre coéquipier. En 2011, il revient avec Frédéric Dufour et ils font 7e. Donc les performances étaient un peu en deçà. Et là, en 2012, on gagne les Coupes du Monde, on fait 2e et puis on fait 4e au jeu. C'est un bateau qui va très très vite. Après, il faut, les Danois qui gagnent les Jeux Olympiques, ça fait 10 ans qu'ils rament ensemble. 2e, c'est les Anglais. Ils sont champions olympiques en 2008. En 2009, ils font une année sabbatique. 2010, ils gagnent. 2011, ils gagnent. 2012, ils sont vice-champions olympiques. Les Néo-Z, depuis 2007 ou 2008, depuis 2009 plutôt, 2008-2009, ils sont médaillés à chaque fois. C'est des bateaux qui sont performants depuis des années, quoi. Et les Danois, d'ailleurs, ils ont fait une année sabbatique et ils reviennent. Ils ont annoncé qu'ils allaient revenir, qu'ils voulaient préparer les Jeux de 2016. Donc les mecs, ça fait en 2016, s'ils y sont, ça fera 15 ans, 16 ans qu'ils rament ensemble. Alors que nous, ça faisait juste quelques mois. Et avec quelques mois, on est capable d'aller très vite. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive... le top, c'est qu'on écrase tout le monde et qu'on soit les 2 premiers tout le temps pour continuer à ramer ensemble. Après, la politique de la fédération est de prendre les 2 meilleurs du moment. Ça a marché en 2012. Maintenant, j'ai envie de dire, le mieux, c'est pour que tout le monde soit serein, qu'on dise, voilà, on va faire ce bateau. S'il y a performance en régate internationale, on continue. Et puis voilà. Mais c'est délicat à dire parce que ça ferme un petit peu et ceux qui sont derrière, ils disent, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on s'entraîne, quoi. Donc ça permet de créer une émulation et c'est une émulation quand même qui est saine. Donc c'est un système qui est dur mais qui est performant, quoi. Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui.